Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc en fait, contrairement à ce qui est écrit dans le programme, je ne suis pas toute seule à parler, loin de là, puisque en fait, on va vous faire une petite restitution des échanges qu'on a eus donc avec Natalia et Alexandre sur notre sujet de, on va dire, orchestration de services opérationnels au sein des systèmes de systèmes. Avec un rapprochement qui nous a paru intéressant entre le monde de la robotique et le monde des télécoms, parce qu'on s'est dit qu'il y a des mécanismes qui étaient utilisés dans le monde des télécoms, notamment pour l'orchestration des clouds, qui nous semblaient peut-être pertinents pour la supervision des systèmes de systèmes et plus particulièrement du combat collaboratif. Donc on va vous expliquer tout ça. Et puis c'est aussi un petit peu un appel éventuellement à d'autres participations s'il y a d'autres membres de la chaire qui sont intéressés. Bon, alors la première slide, là je vais passer assez vite parce que je l'ai déjà présenté lors du séminaire CIEDS. En fait, c'est juste un rappel sur ce que c'est que le combat collaboratif. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de définition ultra consensuelle, partagée par tous, mais moi, je vous livre ce qui me semble caractériser vraiment ce qu'on appelle le combat collaboratif, donc côté défense concernant les systèmes de systèmes. C'est vraiment le point clé, c'est la coordination semi-automatique des plateformes et des équipements pour comprendre, décider, agir plus vite que l'ennemi. En fait, la coordination entre plateformes, entre unités, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui a pu se faire à la voix à une époque, via d'autres moyens de communication, qui se fait encore beaucoup à la voix, à la radio. Mais là, l'idée, c'est d'utiliser les technologies de l'IA enfin, l'IA au sens très large, pour coordonner de façon maintenant semi-automatique les plateformes et donc obtenir des accélérations en termes de délai, voire d'autres gains. Ça peut être des gains en termes d'exhaustivité, de surveillance, des gains en termes de précision, de localisation de cibles, etc. Alors, les principaux messages autour de ça, c'est que ce n'est pas de la science-fiction. En fait, il y a déjà des fonctions de combat collaboratif qui ont été développées, par exemple, pour l'observation collaborative dans le naval. Côté Scorpion, donc dans le domaine terrestre, on a déjà des algorithmes de protection collaborative où les plateformes se coordonnent pour réagir face à une agression. Donc qui viennent d'arriver à maturité, on va dire. On commence à faire du tir au-delà de la vue directe avec des ciblages par drone. Les Ukrainiens, très rapidement, s'étaient coordonnés pour faire, sur la base d'applications qui venaient du civil, je pense à GSART for Artillery. GSART étant au départ une application civile de logistique, à ma connaissance. En fait, ils ont transformé ces applis pour en faire des sortes d'Uber de l'artillerie où l'application orientait vers les effecteurs ukrainiens les mieux placés pour traiter telle ou telle cible. Et à ma connaissance, ce qui a été développé de façon un peu rapide sur la base de ces applis a été ensuite réintégré dans les systèmes de commandement ukrainiens. Bon, la coordination multidrone, c'est aussi une forme ça peut être une forme de combat collaboratif également. Alors, combat collaboratif, qu'est-ce que ça permet et en quoi ça peut amener un vrai changement dans la façon de concevoir les systèmes de défense de demain? En fait, ça permet notamment une dissociation croissante des capteurs et des effecteurs qui n'ont pas besoin d'être positionnés sur les mêmes plateformes. Alors évidemment, tant qu'on a l'homme à l'intérieur, c'est un petit peu délicat de lui retirer des effecteurs pour faire face à certains types de menaces. Ceci dit, on a aussi une tendance à la robotisation croissante, ce qui fait que, à mon avis, cette dissociation, elle va continuer à progresser.
Flexibilité accrue du commandement, en fait, ça vous la voit aussi à davantage de délégation de commandement vers les niveaux bas. Alors, c'est pas encore dans les mœurs, c'est pas encore vraiment bien institué dans les doctrines, mais on sent que c'est une tendance qui monte. Et puis, les Américains qui ont conceptualisé le network-centric warfare, donc le début du combat collaboratif là, dans les années 90, en fait, ils ont évolué vers une doctrine. Enfin, on ne peut pas dire qu'on pas vraiment savoir s'il y a une vraie évolution globale de doctrine, mais en tout cas, ils ont écrit des articles au début des années 2020 sur une notion qui s'appelle mosaic warfare. Alors, c'est pas Mosa, hein, je précise, c'est autre chose, non, parce que parfois on fait la confusion. Mosaic warfare, l'idée, c'est de considérer en fait que les éléments de force deviennent des petites tesselles d'une grande mosaïque, petites tesselles très agiles qu'on peut agréger, dissocier très rapidement pour créer des effets et ensuite pour limiter l'exposition de ces éléments de force, puisque quand ils sont regroupés, ça crée des cibles assez privilégiées pour les ennemis. Voilà. Ensuite, chaque fonction individuelle peut être transposée dans le monde collaboratif, géolocalisation, observation, engagement, mobilité, aide au commandement. Et puis, nous, côté DGA, on a tendance à parler surtout de chaînes fonctionnelles de bout en bout entre les programmes. Donc des chaînes fonctionnelles qui vont dépasser le périmètre d'un programme d'armement individuel, qui vont des capteurs jusqu'aux effecteurs. Alors, quand on dit chaîne, c'est un peu réducteur. En fait, la topologie c'est pas seulement du linéaire, hein, c'est vraiment des fonctions qui peuvent passer par des réseaux, par des topologies en étoiles. Ça peut faire des boucles, comme la boucle la plus haute, qui est l'ODA, Observe, Orient, Decide, Act. Et donc ces chaînes de bout en bout, et en fait, ça fait l'objet aujourd'hui de travaux de plus en plus fournis chez nous pour vraiment les caractériser, les comprendre, les modéliser et essayer d'en assurer le bon fonctionnement. Et on est bien sur des problématiques de niveau système de système. Alors, je passe à la suite. En fait, le message que je veux passer aujourd'hui, mais je l'ai déjà un peu distillé lors de mes précédentes interventions, c'est que je suis convaincue qu'il faut qu'on réfléchisse de plus en plus aux aspects supervision, donc des chaînes individuelles, mais surtout de la multiplicité des chaînes en fait, qui s'annoncent, et donc globalement du combat collaboratif. Alors pourquoi ce qu'on pressent, alors peut-être pas à court terme, parce qu'on n'a pas encore tant de chaînes que ça, en tout cas semi-automatiques, qui sont mises en œuvre. Mais à moyen terme, on se dit que si on continue à regarder chaque chaîne individuellement, essayer de la cartographier correctement, cartographier les variantes de fonctionnement, en fait, on risque d'avoir une explosion combinatoire. Et c'est un peu ce qu'on avait vécu au démarrage du programme Scorpion, où on n'avait même pas défini au début des classes de systèmes, et où en fait, quand on avait commencé à cartographier, là, on s'était un petit peu noyé au début sur toute la variabilité en fait des chaînes. Et donc, de plus en plus, mon sentiment, c'est que il va falloir découper un petit peu les chaînes en maillons plus petits et envisager du chaînage dynamique. Et donc, on pourrait commencer à parler de microservices opérationnels. Alors, ça existe déjà un petit peu dans nos modélisations, mais je pense qu'on pourrait découper davantage une grande chaîne de surveillance, par exemple, parce qu'il y a de la transmission de données, il y a l'acte individuel d'observation de chaque item, etc. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un changement de regard là, à avoir sur ce travail d'ingénierie des chaînes collaboratives. Parce que sinon on va au-devant d'explosions de variantes de chaînes de bout en bout statiques qu'on n'arrivera plus probablement à bien modéliser.
Ensuite, pourquoi on a aussi besoin de supervision? Parce que de façon générale, je pense que justement parce qu'on aura des systèmes semi-automatiques, il y a un besoin de sûreté de fonctionnement qui est à mettre en place pour instaurer, pour assurer la performance de ces chaînes et pour instaurer la confiance avec l'utilisateur. Donc, il s'agit déjà de satisfaire les exigences de robustesse qui sont induites par l'automatisation des mécanismes de coordination entre plateformes. On sait qu'au sein des systèmes de systèmes, on peut être confronté à des phénomènes d'émergence plus ou moins anticipables, plus ou moins imprévisibles. Et donc, on a des aléas qui peuvent arriver là, lors du fonctionnement de nos systèmes de systèmes, et il faut réussir à les attraper et à les gérer. Ensuite, de façon générale, si on a des systèmes semi-autonomes intégrant de l'IA, donc on est sur les notions de systèmes d'armes létaux intégrant de l'IA, les SALIA, qui sont autorisés d'un point de vue éthique. Il n'empêche que il faut quand même s'assurer que l'humain peut quand même intervenir au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir reprendre la main ou pour pouvoir valider certains types de comportements. Donc il y a un petit aspect éthique quand même dans cette histoire. Ensuite, on s'interroge, justement, on a un petit GT sur la sûreté de fonctionnement des systèmes de systèmes qui s'est mis en place côté DGA et certains d'entre vous y participent, hein, ils sont désormais associés. Les événements redoutés qu'on identifie au niveau des systèmes de systèmes à ce stade sont surtout les collisions et les dommages collatéraux tirs fratricides. Et donc, c'est le genre de choses qu'on veut vouloir éviter via de la sûreté de fonctionnement. Et dernier point, en fait, si on connaît les limites des automatismes au sein de nos systèmes de systèmes, on a une chance de pouvoir s'en accommoder. Alors, en fait, je fais le lien avec ce que m'avaient dit des opérationnels au moment où je travaillais sur la robotique. Ils m'avaient dit, mais à la limite, un robot semi-autonome, on n'a pas besoin qu'il soit parfait. Si on connaît les limites, on peut définir des modes d'action qui les prennent en compte. Donc, je pense que c'est un peu la même chose, même au niveau des systèmes de systèmes. Alors, évidemment, il faut quand même qu'il fasse un certain nombre de choses dans le SDS, mais bon, voilà. Alors, tous ces deux constats, ces deux considérations m'ont amené à me dire, surtout du fait de mon passé de roboticienne, qu'il fallait essayer de développer finalement de véritables architectures de contrôle du combat collaboratif. Alors, architecture de contrôle, c'est un terme roboticien plutôt. Mais en fait, quand on regarde de près ce qui est un système de combat collaboratif, à mon sens, c'est quelque chose qui est très proche d'un système multi-robot, ou même d'un système robotisé, puisque les systèmes robotisés ils tournent autour de la boucle perception-décision-action, et avec une automatisation au sein de cette boucle. Et finalement, les grandes fonctions qu'on retrouve dans le combat collaboratif, c'est très proche de ces trois aspects, perception, décision, action. Et j'en veux pour preuve que, comme je disais tout à l'heure, la boucle principale OODA qu'on retrouve tout en haut des systèmes de force, Observe, Orient, Decide, Act, c'est quasiment perception, décision, action, et elle se décline à des niveaux évidemment plus bas dans les niveaux hiérarchiques. Voilà, donc développer des architectures de contrôle du combat collaboratif qui puissent, sous supervision du commandement, hein, on a toujours l'humain dans la boucle, activer et chaîner dynamiquement des services, sans doute des services plus petits, et qui puissent gérer les aléas. Donc si on prend le rétex robotique, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans une architecture de contrôle? On a notamment, si
ça n'a pas tellement bougé depuis les années 2000, mais a priori, ça n'a pas tellement bougé. On avait des architectures à 3 couches. On avait mis quand même une vingtaine d'années pour les mettre au point, parce qu'il y avait tout le débat entre les gens du délibératif qui partaient plutôt de la planification de mission, et puis les gens, les réactifs qui se disaient on va plutôt partir des petits comportements individuels. Et en fait, pour réunir les deux, on avait mis des modules de planification, de contrôle d'exécution, qui remontait à la planification si le plan ne valait plus parce qu'il y avait eu trop d'aléas. Et puis, ce module de contrôle d'exécution, il fait aussi le lien vers les comportements individuels, donc les chaînes fonctionnelles, les fonctions, tout en exploitant des services d'attention aux aléas externes et internes. En fait, j'ai oublié de le dire là sur la slide. Évidemment, on regarde quel est l'état du robot, et on regarde aussi comment évolue l'environnement, la situation tactique, etc., etc. Dans ces frameworks-là, on a aussi idéalement une gestion explicite des incertitudes. Et ça, c'est un sujet qui est, à mon avis, pas encore traité de façon suffisamment explicite là, dans les travaux qu'on mène sur les chaînes de bout en bout. On sait qu'on a des capteurs qui sont imprécis, on sait qu'il y a des propagations d'erreurs le long des chaînes. Les automatismes peuvent renvoyer des indications de fiabilité, et tout ça, il faut qu'on le prenne en compte. Voilà. Alors, partant de là, on s'est dit, mais il y a vraiment une approche pluridisciplinaire à renforcer, idéalement au sein de la chaîne ASC, puisque justement, on a des acteurs du monde de la robotique, du monde des télécoms, qui sont bien au fait des sujets d'orchestration, puisque ça ressemble quand même beaucoup. Alors, pourquoi ça ressemble? Parce que, en fait, les chaînes, donc, elles vont être amenées sans doute à se croiser à un moment donné, à vouloir accéder aux mêmes ressources, aux mêmes capteurs, aux mêmes effecteurs, au-delà des aléas que j'évoquais. Et donc, il va falloir gérer aussi les conflits entre chaînes. Donc, il y a à la fois un sujet de SDF et même un sujet de gestion, en fait, hein, des chaînes multiples, des fonctions multiples. Et ça me rappelle ce qu'on m'a expliqué sur l'orchestration des clouds. Et l'orchestration des clouds, c'est quand même quelque chose qui a fait l'objet d'énormément de travaux les dernières années, travaux plus ou moins théoriques. On s'est modélisé un cloud, et donc je me suis rapprochée de Télécom Sud Paris et de l'ANSTA pour voir dans quelle mesure on pouvait rapprocher les deux mondes. Et mieux poser finalement aussi d'un point de vue théorique ce qu'on entend par supervision du combat collaboratif, ou en tout cas comment on peut optimiser et chaîner dynamiquement peut-être les fonctions, et comment on peut l'expérimenter par exemple via la robotique. Voilà, qui parfois a eu des approches peut-être un peu plus qualitatives, mais aussi avec certains corpus de travaux théoriques sur la planification, par exemple. Voilà, finalement, j'ai parlé un peu. Merci Delphine. Donc la suite de l'exposé va être en deux parties. La première partie faite par Natalia, qui représente un peu la partie, disons, télécom ou cloud, et une modélisation pour la vérification, les questions qu'on aimerait se poser dessus. Et je sur une partie, disons, quelles sont nos idées en cours pour pouvoir travailler sur ce lien entre la robotique dans le nuage, si on peut dire ça comme ça. Oui. Bon, je ne sais pas si on m'entend, c'est bon. Donc là, alors, non, là, à mon sens, oui, donc tout va bien. Oui, voilà, donc moi, je reprends la main. Merci beaucoup Delphine, merci beaucoup Alexandre. Donc, parce que je vais peut-être essayer de faire un lien aussi avec la première présentation de la journée. Donc, on va parler de la modélisation, et justement, on va toucher à deux petits modèles. Donc, le modèle de machine à état fini a été déjà cité. Donc, on va regarder un peu comment on l'a utilisé justement sur la partie modélisation des composants de réseau, et notamment réseau futur et réseau programmable. Voilà, donc juste avant qu'on démarre, oh bon, on va essayer,
bien sûr que Alexandre, il reprendra la main et il va présenter beaucoup plus ce qui se passe sur le terrain, je veux dire au niveau robotique. Mais de toute façon, il faut qu'on se mette d'accord, en fait, qu'est-ce qu'on essaye, donc c'est quoi le problem statement, qu'est-ce qu'on essaie de résoudre à la fin. Et donc, voilà, nos discussions, en tout cas, qu'on a eues cette dernière année, en fait, je pense qu'on s'est convergé à se dire, donc, en fait, il y a deux problèmes classiques, vraiment classiques, fondamentaux, qu'il faut regarder. C'est soit le problème de la vérification et validation ou le problème de satisfiabilité, OK, qui peut être transformé comme ça. Et le deuxième problème, c'est le problème de l'optimisation. Donc, en fait, on dirait qu'il y a des robots qui bougent sur le terrain. Et donc, en fait, on doit se poser la question, en fait, est-ce que c'est suffisant d'avoir un tel nombre de robots pour atteindre un certain objectif? Donc, voilà, ça, c'est un problème classique de satisfaisabilité. Est-ce que c'est suffisant? Bon, et après, bien sûr, qu'on peut changer le contexte. On peut dire, bon, voilà, pour pas dépasser, je sais pas, le montant de l'énergie, pour pas dépasser, bon, je sais pas, il y a d'autres critères non fonctionnels. Mais déjà, la première question qu'on peut se poser, en fait, le nombre n, est-ce qu'il est suffisant ou pas? Et si c'est pas suffisant, quelles contraintes on doit relâcher? Voilà, donc est-ce qu'on doit augmenter le nombre de robots ou peut-être certaines contraintes non fonctionnelles, elles doivent être relâchées. Donc, ça, c'est la première chose. Et la première question. Et la deuxième question, donc, si c'est suffisant, peut-être qu'on peut optimiser cela. Donc, peut-être qu'on peut diminuer le nombre de robots ou peut-être, encore une fois, on peut diminuer, je ne sais pas, les performances, on peut augmenter la scalabilité, on peut diminuer l'énergie, etc. Donc, voilà. Et ce que je voudrais peut-être présenter brièvement, c'est que, en fait, dans le monde des réseaux, ces deux questions, elles étaient étudiées depuis, je sais pas, une bonne vingtaine d'années, et surtout pour les réseaux programmables. Donc, et ce qui est de plus en plus intéressant, bon, comme c'était déjà évoqué ce matin, c'est très bien de passer par les modèles formels parce qu'on peut garantir quelque chose, parce qu'il y a une certaine exhaustivité, parce que quand on arrive à avoir une solution, on peut garantir que cette solution, effectivement, elle est optimale. Et donc, voilà, là, on peut imaginer en fait un réseau qui est ici. Bon, brièvement, on va parler des réseaux SDN, Software Defined Networking, ou Software Defined Networks. Donc là, nous avons trois couches, donc Application Layer, Control Plane et Data Plane. Donc les paquets, ils vont bouger ici sur la Data Plane. Le contrôleur, son job, ça va être de pousser les règles dans les routeurs ou ce qu'on appelle forwarding device ou les switches pour que les paquets soient traités proprement. En fait, que le man qui est ici ou en logiciel, bon, un orchestrateur puisse configurer les chemins comme il voudrait. Donc voilà, et on partage les ressources, effectivement, donc sur la même typologie, par exemple, on voudrait imaginer les deux chemins différents de H1, haute 1 à H2, haute 2. Donc voilà, comme celui-ci, H1, S1, S2, H2, mais aussi un autre, celui qui est en vert, qui est un peu plus long, mais peut-être qui est de préférence par rapport à d'autres critères si on ne regarde pas juste la longueur du chemin. Donc voilà, ça c'est une grosse voilà infrastructure et voilà il y a plein de questions comme par exemple la feasibilité. Donc voilà le problème de ça il est là. On peut se dire bon en fait est-ce que cette typologie elle est suffisante pour que ces chemins-là ou de façon dynamique on augmente le nombre de chemins, on propose d'autres chemins en cours, et en fait, on se pose toujours la question, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est implémentable ou pas, étant donné des contraintes de topologie. Donc ça, c'est la première question, donc le problème de SAT. Et la deuxième question, en fait, les chemins qui ont été implémentés sur la data plane, est-ce qu'ils sont optimales par rapport à des critères différents? Voilà, donc est-ce que je voudrais vous montrer plutôt, oui, je pense que euh, bon, il y a plein de modèles qui ont été utilisés pour répondre à ces questions. Donc, mais bon, on peut aussi se dire que les modèles, en fait, ils sont divisés dans deux groupes naturellement. Donc, ce qu'on appelle les modèles stateless et les modèles
stateful. Donc, soit on imagine qu'il y a un état à l'intérieur, donc il y a de mémoire, soit il n'y a pas d'état. Donc, voilà. Et par exemple, voilà, bon, on peut modéliser, et en fait, les gens, ils ont modélisé plein de choses sur cette infrastructure, OK? Donc, ils ont modélisé les routeurs, ils ont modélisé les contrôleurs, les compositions des deux, ils ont modélisé l'orchestrateur, certains modules, etc. Donc, imaginons qu'on voudra modéliser le forwarding device ou un routeur, tout simple. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un routeur? Le job d'un routeur, c'est en fait, si moi je suis routeur, donc moi je vais recevoir des paquets de mes voisins. Et en fait, mon job, c'est de voir l'entête de ce paquet, euh, de regarder les règles qui sont dans mon tableau et de me dire, bah, en fait, cette règle-là, ça match cette entête, elle match en fait cette règle-là. Et donc, cette règle, elle définit, bon, bah, en fait, comment je dois traiter ce paquet. Par exemple, je vais l'envoyer au port 1 ou au port 2. Ou par exemple, si je ne trouve pas la bonne règle, bah, il y a des possibilités. Le plus simple, c'est de se dire, OK, drop, lâche. Je ne sais pas faire, je ne sais pas traiter ce paquet, et ben, je ne vais pas faire. Ce qui fait que sur la data plane, bon, bah, il y a pas mal de paquets qui sont, voilà, quelque part inconnus parce que, voilà, ils sont dedans parce que quelqu'un les a lâchés. Donc, et en fait, dans ce sens, on parle de ce qu'on appelle le matching path et le action path dans la règle. Donc, c'est-à-dire que la partie matching, c'est elle qui vérifie, bah, en fait, l'entête et avec certains paramètres, comme par exemple l'adresse de la source, l'adresse de la destination, la priorité, le type de trafic, etc. Et l'action, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec ce paquet? Je l'envoie où? Sur quel port? Et bah, en fait, ça se ressemble beaucoup à un tableau. Bah, effectivement, c'est un tableau, mais maintenant, si on voudrait modéliser cela, bah, ça peut être un tableau, même booléen, lorsqu'on encode toutes nos valeurs en tant que pattern booléen ou vecteur booléen. Et on arrive à avoir ce qu'on appelle un lookup table. Euh, donc, c'est-à-dire que c'est un tableau des patterns booléens. Donc, ça, c'est un petit exemple, OK? Donc, voilà, imaginons qu'on a un forwarding device ou un switch qui a plusieurs règles avec plusieurs priorités, avec, je ne sais pas, plusieurs paramètres tels que input port, donc le paquet, il arrive par le port d'entrée et il faut l'envoyer surtout sur le port de sortie. Donc, comme ça peut être un seul port, ça peut être aussi bah, all, donc tous, parce qu'on broadcast ou quelque chose comme ça. Et donc, lorsqu'on encode cela en valeur booléenne, on obtient ce tableau ici, donc ligne par ligne, voilà, où il y avait 4 règles ici. Et ben en fait, on a 4 lignes ici dans notre tableau, dans notre lookup table, sauf que, bah, en fait, il y a beaucoup d'inputs. Voilà, donc 89, voilà, pour 3 outputs. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bah, bon, ça, c'est déjà un petit modèle en soi. Mais enfin, traiter cela, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on peut faire avec ça, on peut essayer d'imaginer, en fait, euh, bah, de créer un circuit logique à partir de ce lookup table. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit logique? Bon, un circuit logique, voilà, il a des gates, voilà, qui sont au milieu. Il a des inputs, il a des outputs. Et donc, en fait, les inputs, ce sont des valeurs booléennes. Les outputs, ce sont des valeurs booléennes aussi. Et donc, pour calculer les propres valeurs des outputs, bon, ben, en fait, on va suivre ce chemin en passant par des gates qui correspondent, bien sûr, à une fonction booléenne. Comme par exemple, voilà, le Z1, il va être calculé comme un AND des 3 valeurs x1, x2 et x3. On voit bien que x2 et x3, ils vont se merger ici par un autre end. C'est un end intermédiaire. Et cette représentation, effectivement, elle s'appelle end inverter graph. Voilà, il y en a beaucoup. Enfin, il y a plein de représentations. Il y a par exemple les BDD, etc., etc. Mais bon, là, celui-ci, il est assez courant. Et certaines solutions de ce qu'on appelle Logic Synthesis and Optimization and Verification, bon, il y a beaucoup qui tournent avec cette représentation.
Nous, par exemple, on utilise la solution ABC de Berkeley University, voilà, de UC Berkeley, ou qui couramment mise à jour, etc., etc. Il y a plein de trucs qui font que cette solution, elle tourne assez vite. Donc, à partir de la spécification, on dirait à base des règles pour un routeur, on peut obtenir un circuit logique et on peut faire plein de choses avec ce circuit. Voilà, donc on peut imaginer comment on traite, par exemple, le comportement partiel. S'il y avait certaines valeurs qui n'ont pas été mentionnées dans le tableau, dans le lookup table, on peut les traiter de façon différente. Donc, on peut, par exemple, imaginer mettre tous les zéros partout. Donc, c'est-à-dire que pour chaque paquet que je ne connais pas, ce que je vais faire, bah, je vais drop zéro. Ou sinon, pour chaque paquet que je ne connais pas, bon, bah, je mets un don't care. Tu peux faire ce que tu veux parce que je sais que ça va jamais m'arriver à recevoir un tel paquet. Et ce don't care, c'est aussi une possibilité d'obtenir, quand on va exécuter notre problème de synthèse, donc de la construction ou dérivation de notre circuit logique, d'obtenir le circuit logique le plus optimal possible avec des critères encore une fois différents. On peut optimiser, par exemple, le nombre de gates. On peut optimiser le chemin de primary inputs à primary outputs. On peut imaginer la surface de ce circuit, etc., etc. On peut imaginer l'énergie, on peut imaginer les performances, etc., etc. Donc, ce que nous, on a fait effectivement pour les composants de réseau avec ce modèle. Donc, en fait, on a travaillé sur la génération des tests exhaustifs. À partir de ça, les tests non invasifs, donc ce qu'on appelle le monitoring, encore une fois, avec des garanties d'exhaustivité. Et bah, il y a aussi une possibilité de vérifier plein de choses. Par exemple, lorsqu'on a obtenu ce modèle-là, on peut voir qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre plusieurs règles, etc. Et qu'il n'y a pas, par exemple, un deadlock ou un loophole entre les deux composants qui tournent en même temps et qui communiquent. Voilà, donc on peut imaginer que, bah, on peut se poser la question, est-ce que cela, et c'est ça ce qu'on a fait justement avec Delphine et Alexandre, on se disait, bah, est-ce que ça se ressemble à un robot qui tourne sur le terrain et qui potentiellement pourrait être modélisé soit de la même façon, soit, bon, bah, on peut s'inspirer de ça. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt la question, voilà, on ne va pas se dire que le robot, il est stateless. Mais est-ce que ça serait légitime de le modéliser en tant que stateless? Ça, c'est une autre question. Donc, est-ce qu'on peut se dire que le robot, il peut fonctionner à base des règles de type, ça, c'est mon input, peut-être plusieurs. Je ne sais pas, c'est mon PCC ou l'humain ou mon voisin robot qui m'envoie certaines informations. Ça, c'est mon input. Ensuite, je regarde les conditions de mon environnement. Voilà, je ne sais pas, la météo, ce que je vois devant, les arbres, les bâtiments, etc., etc. Et ça, c'est mon action. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'avance? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que j'envoie, encore une fois, à mes voisins certaines informations? Donc, certes, c'est gros, mais bon, je veux dire au niveau du nombre d'inputs ici, mais peut-être que c'est aussi une façon de faire pour modéliser un robot et ça ressemble en fait enfin, il me semble à une solution quand on utilise l'IA pour ces choses-là. Bah effectivement, de toute façon, c'est voilà les techniques de l'IA, ils vont apprendre petit à petit les règles comme ça, comment le robot il doit fonctionner. Donc, et si on arrive à faire ça, bon bah on peut dans ce cas-là utiliser ce qu'on a fait sur enfin pas nous, mais voilà ce que la communauté a fait sur les circuits logiques pour la vérification, pour les tests et pour l'optimisation de cela. Donc ça, c'est la première peut-être partie. Et donc maintenant, bah, bien sûr, la critique, elle est là. Est-ce que c'est stateless ou stateful? Eh bien, même le routeur, il n'est pas nécessairement stateless. C'est juste qu'on le voit, on fait abstraction de certaines choses et on peut se dire que c'est stateless dans certains contextes. Dans les autres contextes, il est stateful. Et là, je voudrais vous montrer un exemple d'où viennent les états en fait. OK? Donc là, on va parler un peu des machines à état fini.
par exemple, là, récemment, on voyait le routeur en tant que règle. Je vois ça qui arrive, et ben j'envoie ici. Et je vois ça qui arrive, et je renvoie là. Et maintenant, si jamais il y a quelque chose qui arrive que je ne connais pas, eh ben drop. Alors que peut-être, on peut s'en servir aussi de ces interfaces entre le contrôleur et le routeur. On peut se dire, si je ne connais pas, eh ben, je vais demander à quelqu'un qui le sait, par exemple, comment traiter un tel paquet. Et donc, dans ce cas-là, s'il y a quelque chose qui arrive et moi, je ne sais pas comment le traiter, je vais aller demander à mon contrôleur, qu'est-ce que je dois faire avec mon paquet? Si, et ensuite, on peut imaginer bien sûr les modèles temporisés. Par exemple, j'ai un certain délai à attendre la réponse de mon contrôleur. Si je ne l'ai pas, eh ben, je vais faire un drop ou quelque chose comme ça. Mais dans le cas plus simple, eh ben, demandons-lui, attendons l'instruction et après, on va agir. Je pense que là, ça va se ressembler à... Oui, voilà, ça c'est voilà, une petite machine minuscule à 3 états. Donc là, précédemment, on modélisait les choses comment? Bah, on avait juste un seul état qui faisait, bon, on dirait qu'il ressemblait un peu plus au traitement de paquet. Donc, c'était une boucle ici, sans état, c'est-à-dire un seul état. J'avais mes paquets qui arrivaient ici et hop, comme un output, c'était le port où il doit aller. Alors que là, maintenant, il y a un état où je reçois mon paquet. Ensuite, il y a déjà le non-déterminisme. Donc, c'est très symbolique hein, comme spécification. Donc, le paquet, normalement, il a des paramètres, etc., etc. Donc, il peut y avoir des choses beaucoup plus complexes. Mais je veux dire, après avoir reçu le paquet, il y a deux transitions possibles. Soit je sais ce que je dois faire, et ben je passe directement parce que ça appartient à mon tableau. Et ben je vais le traiter directement, donc je passe à état packet treatment. Sinon, et ben je sais pas, et avec le même input dans un même état, et ben je vais sortir. I don't know, I'm gonna ask someone who knows. Et ben je passe à état asking, donc donnez-moi les instructions. Et ici, c'est là où moi, je communique avec mon contrôleur qui m'envoie les instructions. Donc, this instruction that comes here. Et donc, ça, c'est mon input pour traiter le paquet. Et bon, moi, je envoie un acknowledgement ou un autre truc, genre, je l'ai reçu. Bien sûr, ça peut être beaucoup plus complexe, encore une fois. Ça peut être temporel, ça peut être temporisé, ça peut être étendu. Et c'est ça ce qui fait, enfin, ce que nous, on fait en tout cas, quand on traite les composants de réseau, et notamment les réseaux programmables. Et qu'est-ce qu'on sait faire avec ça? Bon, on sait, justement, on sait plus ou moins résoudre certains problèmes de SAT et Optime. OK, donc, pourquoi je dis certains? Parce que plein de problèmes, comme déjà mentionné Delphine, sont vraiment fondamentaux pour des modèles, ce qu'on appelle non classiques. Bon, certains problèmes avec ces modèles, ils ne sont pas vraiment résolus. Et certains, bon, enfin, il y a des algorithmes, mais bon, le problème, c'est toujours la complexité qui peut exploser. Donc, mais en tout cas, on sait vérifier l'implémentabilité des chaînes de ce modèle ou des compositions de ce modèle. On sait, enfin, de façon, je veux dire, fonctionnelle et non fonctionnelle. On sait vérifier l'implémentabilité, on sait tester de façon exhaustive ces composants. Et bon, on pense que peut-être que cela pourrait nous donner, je veux dire, un petit bagage pour arriver à l'utiliser sur le terrain robotique. Et je passe la parole à Alexandre. Merci Natalia. Oui. Si on sait modéliser davantage les SDS, un peu à la manière des circuits finalement, en fait, on a une chance de mieux les optimiser, de mieux les superviser et de mieux vérifier leurs propriétés. Voilà, c'est vraiment l'idée. Oui, merci Delphine. Donc mon job là maintenant, c'est maintenant que vous avez vu plein de modèles mathématiques, c'est de faire le lien un peu avec ce qu'on a vu au début avec les projets collaboratifs. Donc ça sera plutôt bon, une vue de l'esprit parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé dessus, mais voilà. Donc l'idée c'est de repartir sur un cas un peu plus concret. Il y a marqué surveillance, mais j'aurais dû plutôt dire reconnaissance parce qu'on pourrait utiliser la fonction feu à un moment donné.
on va supposer, alors, bon, Eliade, je suis désolé, j'ai rajouté de l'eau ce matin, mais donc j'aurais pu mettre des sous-marins aussi à un moment donné. Donc voilà, on veut faire une reconnaissance de terrain air-terre-mer, hein, multimilieu si on a envie. Et donc il y a souvent des problèmes de connectivité entre le PCC, entre les robots. Voilà. Donc de manière, disons, un peu schématisée, hein, la façon dont on va voir les choses, ce que vous avez vu dans les modèles mathématiques, c'est qu'on aime bien en général la discrétisation en temps ou en espace. Là, je vais parler plutôt d'espace qui va nous permettre d'avoir des nombres d'états en nombre limité. C'est pas qu'on peut pas faire en temps continu, mais c'est toujours un peu plus difficile. Enfin, ça dépend. Des fois, c'est plus facile en temps continu, mais disons que supposons qu'on va discrétiser. Et là, en fait, on peut avoir déjà, d'un point de vue euh, espace, on peut le discrétiser de deux façons. Donc les gros trucs en rose, donc j'espère qu'il n'y a pas de daltoniens. S'il y a des daltoniens, vous me dites. C'est plutôt les chemins terrestres que pourraient emprunter les robots terrestres. Et les trucs en bleu, alors c'est un maillage que j'ai fait ce matin vite fait à la main, hein, mais on pourrait dire que c'est un maillage pour les drones, où on sent que les contraintes géographiques ont moins d'impact sur les drones. Alors, supposons que les drones volent au-dessus de la forêt, et ça nous fait un espace libre, et donc c'est un peu plus facile. Mais on va discrétiser aussi comme ça. Après, on pourrait prendre en compte les contraintes de navigation furtive en gérant les arbres, etc. Donc l'objectif, voilà, c'est de faciliter cette modélisation par la suite avec ces éléments discrétisés. L'autre partie après, donc là j'ai rajouté un peu un peu rapidement des drones, des robots terrestres et un PCC. Donc là, l'objectif, c'est déjà de comprendre dans ces chaînes fonctionnelles les capteurs. Alors souvent, ce qu'on va voir, c'est que le PCC, il va peut-être vouloir, je sais pas, faire de la téléopération. Alors on va supposer le cas idéal où le PCC, il sait faire de la téléopération. Enfin, il a l'IHM générique avec tous les robots. Donc il pourrait choisir un peu à la volée quel robot il veut. Donc en fonction de la distance, on pourra avoir du maillage dans le réseau et donc passer par plusieurs éléments robotiques pour pouvoir récupérer l'information. Donc ça, c'est un élément à modéliser aussi à un moment donné. On pourrait gérer aussi l'énergie, etc. Et s'il y a une fonction feu, ben, aussi pouvoir rebroadcaster les informations, être sûr que la connectivité va aller partout. Ok, donc de prime abord, voilà, c'est un gros truc en réseau avec des trucs qui se déplacent, d'où l'idée de regarder ça sous le prisme de la navigation cloud. Ce qu'on dit pas, où on a peu insisté en fait dans la programmation cloud aussi, c'est le nombre de redondances qu'on va avoir. Elle a déjà adressé un tout petit peu ça, Natalia, dans son datapass. C'est qu'en fait, on peut avoir plusieurs systèmes de communication. Alors, je ne sais pas si j'exagère un petit peu, il y a le 4G, il y a la Wi-Fi, il y a le satellite, etc. Chacune vont avoir des caractéristiques qui sont différentes et donc c'est mêler aussi, enfin, de pouvoir prendre en compte tous ces éléments-là dans la modélisation pour pouvoir choisir au mieux à un instant donné quel vecteur de communication va falloir prendre pour arriver à mettre en place la tâche qu'on va réaliser ou de manière cloud vocabulaire, le service qu'on va vouloir activer de type détection d'ennemis ou récupération du flux vidéo. L'autre élément qui est aussi important et qui nous a fait penser à la programmation cloud, donc là j'ai pris un diagramme un peu classique d'architecture robotique. Donc en fait, perception, décision, action, hein, c'est ce que nous a dit Delphine précédemment. La façon de l'implémenter en général, on va avoir plutôt des systèmes multiprocessus, donc au travers d'une couche réseau où chaque processus va gérer une certaine partie. Alors la perception, on pourra dire, voilà, il y a le capteur LIDAR, on va détecter, on va faire une carte, etc. Ça va nous donner des obstacles. On peut faire de la localisation en faisant de la fusion de données. Et chacun de ces processus, en un certain sens, pourrait être un microservice qu'on va vouloir récupérer à un moment donné. Avoir la carte des obstacles, ça pourrait être pour le PCC, en fonction de chaque robot qui sont distribués, une demande particulière en disant donne-moi l'état de ton environnement à cet instant, et donc de comprendre comment on peut donner ces informations-là à distance. Ce qu'on voit pas apparaître dans la partie navigation en général, c'est que on a donc, il y a cette planification de mission en haut niveau, hein. On veut aller d'un point A à un point B, ou on veut faire une certaine chose. Ce qu'on va avoir en général, c'est soit une machine à état, soit des arbres de comportement qui vont nous permettre de gérer les comportements non désirés ou un peu compliqués. Je veux aller d'un point A à un point B, mais il n'y a pas de chemin. Entre A et B, qu'est-ce qui se passe? Ou je suis pas trop près des obstacles. Donc en fait, il y a cette notion
sans mémoire ou avec mémoire qu'on va voir apparaître ici parce que je veux aller d'un point A à un point B, j'arrive à un moment donné où j'ai pas de chemin entre A et B, donc il faut que j'interrompe cette mission pour pouvoir retrouver une autre façon de faire ou redemander de l'aide à un moment donné. Donc, encore une fois, cette analogie entre la façon de faire de la programmation cloud et ce qu'on va avoir sur la partie robotique, elle est encore plus forte. Ça, c'est pour un robot. Donc, on peut déjà voir le robot comme un système de programmation, enfin, programmer un système distribué. Et on a une certaine couche réseau qui va bien, mais tout ça, c'est en local. Donc, en général, on a moins de problèmes d'interférence, à part si on envoie des gros électrons. Et sinon, on va le retrouver aussi sur la partie multi-robot. Donc, forcément, il y a de la communication avec tous nos robots. C'est pareil, j'ai pris une image de la littérature. Donc, on va avoir ce système distribué où il va y avoir de la coordination entre nos robots. Donc, je ne sais pas, placer des drones dans une chaîne pour pouvoir maximiser la communication et être sûr que l'effecteur qui est en bout va pouvoir faire ce qu'il doit faire. Donc, on va encore retrouver cette partie communication réseau, redondance, qu'on va vouloir orchestrer dynamiquement à un moment donné en fonction des contraintes de l'environnement. Je ne sais pas, il y a un élément de guerre électronique qui arrive dans une certaine zone et on a perdu la communication. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va pouvoir se reconfigurer dynamiquement? Et on revient sur cette notion d'orchestrateur où, en fait, de base, dans la mission, on a positionné les robots dans une certaine configuration géographique qu'il va falloir, en fonction des contraintes d'environnement ou de l'adversaire, repositionner. Donc, on revient encore dans cette version Vision Cloud de comment, avec ce contrôle pass, ce data pass, on va pouvoir utiliser ces éléments-là parce que dans les technologies à l'heure actuelle, on a déjà des choses qui font ces éléments-là de reconfiguration, même si on a fixé des chemins au départ, ils savent reconfigurer, on sait refaire des choses. Donc c'est ces parallèles qui nous ont pilotés dès le départ pour pouvoir se dire qu'il y avait quelque chose de commun et quelque chose à travailler. Donc l'idée, c'est de revisiter la conception des architectures robotiques plutôt avec cette programmation cloud. Donc, au lieu d'utiliser du ROS, ou alors on aura une partie de ROS et on va utiliser d'autres techniques comme Kubernetes ou quoi que ce soit. Et après, c'est une fois qu'on a compris ce mécanisme-là, où on a complètement tout distribué, c'est comment on peut le modéliser avec les outils mathématiques qu'on a vus précédemment pour pouvoir se poser les questions de faisabilité. Est-ce que notre mission, elle est réalisable ou est-ce qu'on peut l'optimiser dans un certain sens en fonction des outils d'optimisation qu'on va pouvoir utiliser. Et pour la suite, donc pour le moment, on a un étudiant qui s'est dit intéressé, qui est un élève du bachelor de l'IX, qui fait un projet de recherche en laboratoire, qui va commencer en février 2026 pour 4 mois. Donc on va commencer à refaire cette modélisation, revoir comment on refait cette programmation robotique avec le prisme du cloud, et commencer à refaire des modèles mathématiques pour voir comment on va pouvoir optimiser. Alors on ne va pas adresser tout le combat collaboratif en 4 mois, mais on va prendre un petit sous-ensemble qui va bien et qui va être à peu près réalisable à un moment donné, voire faire une petite maquette si c'est possible. Il y a déjà des éléments de la littérature qui s'intéressent à la robotique dans les nuages. Merci pour votre attention. Alors, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions avant que vous alliez reprendre un café. Ah, vous voulez. Ouais, sur la discrétisation en espace-temps, on voit que quand on fait du multimilieu, ce n'est pas les mêmes échelles d'espace et de temps. Comment on fait pour gérer ces différences d'échelles caractéristiques? Très bonne question. Bah, soit on peut refaire une normalisation. C'est des trucs classiques qu'on fait en général en optimisation. On met tout entre 0 et 1, puis après on voit ce qui se passe. Mais peut-être qu'il y a des phénomènes qu'on ne va pas pouvoir capter. Ce serait une façon de faire. C'est vrai, bonne question. Autre question? Ouais, je pense que vous voulez discuter les yeux dans les yeux. Ah, pardon. Merci. Petite question, là, on est sur un environnement déterministe. Il n'y a pas d'incertitude sur nos actions de déplacement, sur nos actions. On peut. Enfin, il y a rien ne l'empêche dans le scénario que je vous ai montré de se dire qu'on va aller à peu près par là, que la communication est à peu près efficace. Non, on peut le rajouter. Ça va rajouter de la complexité après dans le modèle tel qu'on veut le faire à un moment donné. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de trucs déterministes avec les machines à état, etc. C'est pas impossible de. Enfin,
la problématique dans le monde de la vérif, on a un modèle mathématique pour tout ce que vous voulez, il est plus ou moins dur à résoudre après. Donc voilà, à quel point on va tout mettre en place tout de suite ou y aller de manière incrémentale. Oui, moi j'avais une question. En fait, je pensais au use case juste avant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rapprocher les deux sujets, sachant qu'en fait on a une modélisation dans le premier sujet où on voit le mission thread et avec aussi des aspects machine à état. Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait rapprocher les deux sujets. De toute façon, là, le travail qui a été fait dans le cadre du challenge, il est quand même super précieux hein, parce que ça nous donne un use case un peu générique là, qu'on va pouvoir malaxer, à mon avis, dans plein de groupes. Et donc oui, moi, je pense que ça vaudrait le coup à terme. Alors peut-être que les premières expérimentations, hein, comme disait Alexandre, avec l'étudiant, peut-être pas adresser toute la complexité là, du challenge. Mais ceci dit, s'il y avait un travail ensuite, si on arrivait à trouver un thésard, par exemple, etc., on pourrait peut-être le faire travailler sur ce scénario générique. Ouais, c'est vrai, ce qui manque cruellement dans notre modèle, c'est le système de com déjà. Après, il pourrait y avoir aussi plusieurs systèmes de com, parce que on voit bien que s'il y a du brouillage, etc., donc il faut rebasculer sur différents systèmes de com, peut-être. Voilà, donc il y a plein de stratégies, mais déjà, représenter un système de com serait déjà pas mal. Non. Moi, je rajouterais une chose, c'est que tout à l'heure, Delphine, tu nous as parlé de mosaïque. Et typiquement, sur le use case, il y a une chose qu'on n'a pas poussée parce qu'on avait peur de perdre les étudiants, c'était l'aspect service, justement. Et on l'a mis sur le côté en disant, non, là, si on y va, on va les paumer complètement. Alors qu'on est au cœur du sujet, justement, sur des alternatives, sur des possibilités, et sur la possibilité d'avoir un orchestrateur qui va choisir la meilleure voie disponible à un moment donné parmi des voies possibles. Et là, on n'y est pas allé parce qu'on ne voulait pas les perdre, quoi.